Merci beaucoup. Oui, on vient d'entendre des exemples extrêmement intéressants de ce que peut être une intégration de la culture dans des entreprises de nature très différente. Moi, je vais peut-être repartir, puisque vous parliez de valeurs, d'un aspect plus conceptuel ou plus philosophique. Quand on regarde les définitions dans le passé de ce qu'était patrimoine et de ce qu'était technologie, le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient assez différentes, si ce n'est que la définition de la technologie dans le petit littré, c'est l'ensemble des arts et des métiers. Et donc on retrouve déjà dans la technologie cette notion d'art qui avait un concept différent à l'époque. Et la deuxième remarque que je voudrais faire de manière générale, et je vais déboucher sur l'économique directement après et sur l'Europe, c'est que nous sommes dans une période de ce que Hannah Arendt ou son compatriote, le philosophe Hans Blumenberg, appelait la période de la brèche, c'est-à-dire entre deux périodes sociétales et économiques où les réponses que nous avons actuellement ne correspondent plus aux attentes et au futur. Et dans cette période de brèche, le patrimoine, qui est ce qui nous émane du passé, est aussi un élément par lequel on peut réfléchir sur la préparation du futur, en particulier sur la notion de durabilité. Christine Albanel a très bien dit tout à l'heure que le monde de l'entreprise est un monde qui vise plus le court terme. Or là, nous sommes avec le patrimoine et nous sommes avec la culture dans une réflexion qui est davantage sur la préparation du futur et du long terme. Alors, dans ce contexte, ce qui est intéressant par rapport aux deux exemples qui ont été donnés, c'est que non seulement c'est une intégration plus forte de la culture dans un certain nombre d'activités et de développement d'entreprises, même si c'est, je ne veux pas dire marginal, mais même si c'est partiel, mais en même temps, c'est porteur en matière d'emploi et c'est porteur en matière économique. Tous ces éléments du numérique et de valorisation du patrimoine par le numérique, c'est porteur de nouveaux emplois, c'est porteur de nouvelles formations. Le nombre de masters que vous avez, moi j'enseigne actuellement à Sciences Po et à l'ESCP Europe, et c'est vrai qu'on voit comment le secteur de la culture commence à intéresser beaucoup plus l'ensemble des étudiants. Alors, au niveau européen, ce qui a été fait, c'est d'essayer, dans le contexte de la réflexion sur la croissance, qui n'est pas la chose la plus facile qui soit actuellement, dans la stratégie que l'Europe a développée, qui s'appelle la stratégie 2020, dont on parle malheureusement moins que des éléments directement liés à la crise économique et aux politiques de consolidation fiscale, c'est d'essayer de développer une croissance qui soit intelligente, durable et cohésive. Donc trois grands thèmes avec des objectifs bien précis dans chacun de ces domaines. Et ce, autour de l'innovation, de la compétitivité et de la cohésion sociale. Alors à partir de là, on a analysé ce que était l'apport du secteur de la culture au sens large, culture et industrie créative. Et les analyses ont montré, alors tout dépend si on y ajoute le luxe ou pas le luxe, que c'est un peu plus de 3% du PIB, donc plus que le secteur agroalimentaire, plus que le secteur chimique en Europe, et que c'est porteur de 3 millions d'emplois, le tout quasi doublé si on y ajoute le secteur du luxe. Donc c'est en termes purement économiques des éléments extrêmement importants, et c'est en plus une transition vers ce que certains indiquent comme étant le passage d'une société de la connaissance, d'une économie de la connaissance, à l'économie de la créativité. Mais le deuxième élément qui est très important et sur lequel la Commission européenne a essayé d'investir, c'est de faire un pari sur la culture dans l'innovation et dans ce qu'on a appelé la promotion de l'Europe créative, au-delà de financements importants, notamment pour le cinéma, ce que vous évoquiez, avec le programme Média, qui est quand même une source énorme de la sauvegarde et du développement du cinéma européen. Je laisse de côté pour l'instant le débat extrêmement controversé sur l'accord avec les États-Unis et l'exception ou non-exception des produits audiovisuels, qui était une traditionnelle grande difficulté intra-européenne, où la France n'est pas toujours suivie par ses partenaires, mais d'essayer donc de parier et de relier
par des partenariats, par des stratégies intégrées, l'innovation et la créativité. C'est intéressant, 2009 a été l'année européenne de l'innovation et de la créativité. Et on a mis ensemble en même temps des chefs d'entreprise et des artistes pour faire un manifeste européen sur ce que devrait être l'innovation et la créativité qui a inspiré les dernières propositions. Donc, au niveau européen, soutien et financement des industries créatives et culturelles avec des facilités spécifiques, soutien de partenariats, il y a des alliances pour la connaissance et la culture entre entreprises, universités, secteur culturel, le soutien dont on parle relativement peu en France, mais qui est assez fort, des fonds structurels européens pour soutenir l'innovation, la créativité et le patrimoine dans un beau geste commun. Dans les difficiles discussions sur le budget au niveau européen, qui font l'objet de toutes les difficultés que vous avez pu voir, un des budgets qui a été proposé d'augmenter, c'est le budget de la culture. Le budget de la culture, le budget de l'éducation, le budget de la recherche. Donc l'ensemble, je dirais, du volet innovation et créativité et culture. Et si on revient à cette question de brèche et de période de recherche de ce que sera le futur paradigme économique et sociétal, il est certain que ce qui a été fait dans le cadre de la réflexion sur l'économie verte, c'est-à-dire la transition vers la durabilité de nos systèmes, est quelque chose qui s'applique mutatis mutandis à l'économie mauve. C'est-à-dire qu'en intégrant la culture avec cette notion d'empreinte culturelle que nous avons essayé de définir dans le document qui a été développé, avec cela s'ouvre cette réflexion de l'ensemble des partenaires. Partenaires de la culture et de l'économie ne s'adorent pas traditionnellement. Moi, j'ai assisté à beaucoup de conseils des ministres au niveau européen, et les ministres de l'économie, pour eux, les ministres de la culture, c'est des dépensiers, et les ministres de la culture, ces économistes ne comprennent rien. Et donc, l'amitié personnelle peut être intense, mais quand il s'agit de développer des politiques et des orientations, c'est beaucoup plus complexe. Or, actuellement, on a dans le contexte de cette stratégie Europe 2020, et on a dans le contexte de ce que les chefs d'État et de gouvernement discutent actuellement très fortement, évidemment, qui sont les questions économiques, des références beaucoup plus fortes à l'apport des secteurs de la culture et de la créativité dans une croissance qui est une croissance qui sera d'une nature différente, pour autant qu'elle revienne, mais qui devrait être d'une nature différente de celle que nous avons connue jusqu'ici. Et c'est là que je voudrais relier, pour terminer, à la fois les éléments très précis et concrets qui nous ont été donnés par les deux entreprises que vous représentez, Madame Albanel ayant en plus son passé de ministre de la Culture qui lui permet d'impulser tout ce mouvement, avec la notion même de patrimoine qui a évolué, du patrimoine bâti, un petit peu statique, que nous avions dont nous avions l'habitude de parler, se développe tout le patrimoine du cinéma, du théâtre, le patrimoine immatériel, le patrimoine des langues. Les langues. Le multilinguisme est un objectif européen. La langue est notre patrimoine. Et c'est intéressant parce que quand on voit qu'il y a à la fois un patrimoine local, territorial, un patrimoine européen, il y a maintenant un label européen du patrimoine, vous vous en rappellerez, Madame la Ministre. Et puis, il y a le patrimoine de l'UNESCO. On passe de ce qui est proche et lié à votre identité ou à votre contexte national, voire local, européen et universel, dans la mesure où le patrimoine de l'UNESCO, il a bien la représentation, dans ces valeurs que vous avez évoquées, la représentation de ce qui nous lie dans toute notre diversité. Le slogan de l'Europe, c'est « Unité dans la diversité ». Et là, je crois que patrimoine et technologie peuvent être deux éléments qui se retrouvent dans la préparation du futur et dans le lien entre ce qui fait notre identité et les difficultés que nous avons tous actuellement dans le contexte de la mondialisation avec ces questions d'identité et ce qui fait l'universalité
Et si les entreprises jouent pleinement ce rôle dans ce que sont leurs rôles de développement d'acteurs majeurs de l'économie, je crois qu'on ira vers un type d'économie qui sera plus propice à la croissance d'une part et plus propice à l'harmonie sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste quand même rebondir sur un point. La définition de la culture, vous y faisiez allusion, n'est pas forcément la même en France et dans les autres pays européens. Donc est-ce qu'on va s'accorder sur un... J'ai envie de demander à Mme Albanel si elle veut dire un mot là-dessus, mais c'est vrai que bon, est-ce qu'on est d'accord sur le concept? C'est bien gentil de vouloir faire l'économie mauve au niveau européen, mais bon, faisons-la peut-être d'abord en France. Et surtout, est-ce qu'on est d'accord sur la définition du concept de la culture? On est d'accord sur la définition et sur le concept. Le problème, c'est quel rôle on donne à la culture par rapport à l'ensemble de ce qui constitue les objectifs économiques. La notion, alors je vais être très claire pour des Français, je suis française moi-même, mais la notion d'exception culturelle est quelque chose qui fait hérisser les cheveux des 3/4, pour ne pas dire des 9/10 de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons toujours, à la Commission, essayé de promouvoir la diversité culturelle, la promotion de la diversité culturelle. La notion d'exception, immédiatement, fait la ringardise française devant la mondialisation. Je suis très, très brutale. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de la part de la France qui essaye de promouvoir cette dimension culturelle pour essayer de la présenter d'une telle manière que l'ensemble de l'Union européenne ne dise pas « oh là là, ça c'est encore ceux qui veulent s'échapper à la mondialisation ». Et ce qui est de plus en plus intéressant, je trouve, c'est la Chine. Sujet fascinant pour l'instant, y compris avec l'Europe. La Chine a décidé, pour des raisons qui ne sont pas romantiques, parce que la Chine n'est pas romantique, d'augmenter ses investissements en matière de culture. Elle s'est fixé comme objectif de passer de 2% du PIB à 6% en 2015, parce que la Chine considère qu'il y a là un potentiel absolument extraordinaire au point de vue économique, et en même temps, parce que la Chine commence à connaître un certain nombre de problèmes sociaux, et en même temps de développement de ce qu'elle appelle joliment l'harmonie, puisque la Chine veut un développement, affiche vouloir un développement harmonieux et voit la culture comme un vecteur, et donc voit aussi une économie, je ne vais pas faire de jeu de mots entre l'économie jaune et l'économie mauve, mais et voit aussi dans l'économie de type mauve des éléments qui lui permettent à la fois une croissance économique forte et en même temps une harmonie, un peu moins de dysfonctionnement social qui lui permettent d'éviter les troubles. Donc je crois qu'il faut avoir aussi cette réflexion. Alors les Européens, oui, ils sont prêts à miser un peu sur la culture, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. On en parlait avec Mme Albanel tout à l'heure. Le problème qu'on a actuellement, c'est que les pays qui étaient les plus axés au niveau de l'importance de la culture sont ceux qui sont actuellement en grande difficulté financière. C'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la Grèce, ce sont globalement les pays du Sud et un petit peu les pays de l'Est. La Pologne, qui a un taux de croissance très significatif par rapport aux autres pays de l'Union européenne. La Pologne a aussi un élément où elle relie fortement au patrimoine, parce que la Pologne est très attachée à l'ensemble de son histoire au sens large du terme. Mais les pays, il faut bien dire que les pays nordiques sont plus étrangers à cela, autant ils ont un modèle de croissance et de cohésion sociale tout à fait remarquable, autant au point de vue culturel, ça leur est un petit peu étranger. Les Britanniques se débrouillent toujours tout seuls, si je puis dire. Ils ont mis un paquet monumental sur les industries créatives. Et c'est un des éléments de leur développement économique. Mais je ne suis pas sûre qu'ils ont envie de jouer fortement sur l'économie mauve au niveau européen. Ils joueraient plutôt sur leur propre économie mauve. Mais je crois que ce que peut faire l'Europe par rapport à cela, puisque vous disiez démarrons en France, certainement, mais ce que peut faire l'Europe, c'est apporter son soutien à la fois financier et de réflexion économique sur ce thème. L'Europe est un lieu utile, au-delà des difficultés qu'on peut avoir en ce moment, pour promouvoir les partenariats, qui sont souvent moins difficiles à faire au niveau européen qu'ils le sont au niveau national,
où les ancrages de ghettos sont plus fortement traditionnels. Donc voilà, à mon avis, ce que peut faire l'Europe là-dessus. Soutien financier, objectifs économiques et promotion de partenariats. Christina Albanel. Oui, très, très rapidement, je voudrais simplement dire, je partage tout à fait l'analyse d'Odile Quintin. Je pense qu'il faudrait, en ce qui concerne nos grands combats, puisqu'actuellement il y a le grand combat audiovisuel cinéma, le problème pour la France, c'est d'être très, très volontaire et entraînante et de ne pas être arrogante. C'est notre éternel problème. Et de bien prendre en compte toutes ces réalités très diverses de l'Europe. Il n'y a pas de ministère de la Culture qui soit, en Europe, qui soit exactement l'équivalent de celui que nous avons en France, au point de vue cohérence du périmètre, au point de vue force d'entraînement, relais médiatique et force de pression. On évoquait l'Allemagne, c'est vrai que là, beaucoup de la politique culturelle est au niveau des Länder, naturellement, et ça change un peu tout. Et c'est vrai que nos alliés naturels ne sont pas aujourd'hui les plus forts et les plus en situation de nous soutenir. Ce qui fait qu'il faut mener des combats, un effet intelligent. Je crois que la diversité culturelle, ça fait maintenant plusieurs années qu'on avait essayé de promouvoir cette notion de diversité et non pas celle d'exception culturelle qui est un effet très, très rejetée. Je crois qu'il faut avancer habilement et je pense que l'économie mauve, c'est certainement un bon moyen parce qu'elle peut réconcilier dans ses intentions et son objet tous les pays du Sud et dans ses méthodes les pays du Nord, dirais-je. L'économie, vous voyez, selon que l'on met la culture en avant ou l'économie, évidemment, en avant. En fait, c'est les mêmes projets, c'est les mêmes réalisations. Et de temps en temps, je crois qu'on peut promouvoir des projets très, très spécifiques. Madame Quentin faisait allusion au label du patrimoine européen qui a fait partie en effet des sujets que j'ai portés pendant la présidence française de l'Union et j'ai évoqué moi tout à l'heure le livre numérique et c'est vrai qu'on arriverait à bâtir un modèle un peu ouvert au niveau européen, c'est un rêve, probablement on n'arrivera pas mais c'est quand même ça serait un beau projet, un beau sujet.